Ensuite, en fonction de l'étirement de certains flancs, donc on a distingué entre quatre types de plis. Et on a dit que les quatre types de plis en fonction de la géométrie des plans axiels, qui sont donc plis droits, des plis déjetés, plis déversés, plis couchés, sont des plis isopaques. Et en fonction de l'étirement de certains flancs, donc on a distingué entre quatre types de plis qui sont plis étirés, plis laminés, plis failles, plis chevauchants. Donc ce sont des plis anisopaques, donc ça veut dire l'épaisseur n'est pas constante. Et bien sûr, en fonction de la zygone, donc on a parlé donc sur plis isopaques, plis semblables et plis anisopaques. Et cette fois-ci, donc, en fonction de la déformation. Ça veut dire en fonction de la déformation, parce que normalement, quand on applique une contrainte compressive, on a dit que la contrainte compressive, donc, il est forte, ou bien la contrainte déviatorique, ou bien la contrainte tectonique, il est forte au niveau des flancs que au niveau donc de la charnière. Donc, ça veut dire qu'il y a des plis qui gardent même, ils sont déformés, ils gardent la même épaisseur. Donc, ça veut dire une épaisseur constante. Donc, ce sont les plis isopaques. Il y a des plis qui ne gardent pas la même épaisseur. Donc, ça veut dire que l'épaisseur variable, donc, ce sont le cas des plis anisopaques. Donc, ça veut dire en fonction de la déformation, on distingue entre plis isopaques et plis anisopaques. Donc, on commence par pli isopaque. Voilà donc la définition d'un pli isopaque. Donc, on a déjà parlé donc sur ça. Pli où chaque couche garde son épaisseur dans les zones de flanc et de la charnière. Donc, ça veut dire que l'épaisseur donc reste constante au niveau de la charnière et au niveau des flancs. Donc, on parle donc sur un pli isopaque. Alors, donc, un groupe d'arcs de cercles sont dits concentriques s'ils se rapportent tous au même centre. Donc là, donc, on va définir qu'est-ce que ça veut dire pli concentrique. Donc, un pli est concentrique dans une roche sédimentaire si les couches sont toutes plissées autour des mêmes centres. Donc, par exemple, comme sur le schéma, donc on a donc un pli isopaque, mais donc ce pli isopaque est un pli concentrique. Pourquoi? Parce que donc j'ai tracé donc euh, un plan axial, donc c'est comme un centre de symétrie, et donc on voit que les couches, ils sont donc toutes plissées autour donc ces mêmes centres. Donc on dit que dans ce cas-là, donc, le pli isopaque, il est concentrique. Donc, dans un pli concentrique, les épaisseurs des couches mesurées, donc perpendiculairement à leur surface de séparation, restent constantes et le rayon de courbure varie d'une couche à l'autre, mais voilà, donc ça, c'est les caractéristiques donc d'un pli concentrique. Donc parmi ces caractéristiques, donc regardez par exemple donc l'épaisseur qui sépare une couche à l'autre, perpendiculairement donc à la surface de séparation. Donc ça veut dire que verticalement, on voit que l'épaisseur qui sépare les couches, donc il est constante. Donc voilà, donc là, donc il y a plusieurs couches. Donc il y a des couches qui sont en blanc et des couches qui sont en noir. Mais la séparation entre chaque couche blanc avec une couche noire, donc est la même. Donc ça veut dire que l'épaisseur de séparation entre les couches reste constante. Mais le rayon de courbure, donc en allant des bas vers le haut, le rayon de courbure devient de plus en plus grand. Donc ça veut dire que le rayon de courbure, donc il est variable. Mais on voit aussi que toutes les couches, elles sont plissées autour du même
de même centre, donc qui est le plan axial. Donc on parle donc sur un pli qui est concentrique. Donc parmi les caractéristiques aussi donc des plis concentriques, donc dans le cas des plis concentriques, les rayons de courbure des surfaces emboîtées donc changent donc d'une couche à l'autre. Donc voilà, donc on a dit que le rayon de courbure il est variable. Donc en allant des bas vers le haut, donc le rayon de courbure devient très important. Et à l'extrado des plis, le rayon de courbure est grand et il a une forme arrondie. Donc voilà, donc on voit que à l'extrado, par exemple, regardez les surfaces qui sont en bas. Donc à l'extrado du rayon de courbure, donc il est supérieur au rayon de courbure à l'intrado et il a une forme arrondie. Par contre, à l'intrado, le pli peut devenir anguleux. Et là, donc ça, il a une signification. Donc ça veut dire, donc si vous prenez donc votre doigt et vous le plissez, vous regardez que à l'extrado, donc ça veut dire la partie supérieure, donc le rayon de courbure, il est grand et il est arrondi. Et au niveau de l'intrado, donc, on voit que le rayon de courbure, donc, il est petit et il devient anguleux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, ça, il a une signification. Donc, ça veut dire que à l'extrado, le rayon de courbure, donc, il est arrondi et il est grand. Donc, ça veut dire qu'il y a un étirement. Donc, ça veut dire qu'il y a une extension à l'extrado. Mais à l'intrado, donc tant que le rayon de courbure il devient petit et anguleux, donc ça veut dire qu'il y a un raccourcissement, une compression. Donc ça veut dire qu'il y a une extension à l'extrado et il y a une compression à l'intrado. Donc ça veut dire, on va regarder par la suite que au niveau de l'intrado, donc on peut avoir des structures qui se forment par un régime extensif et à l'intrado, on peut avoir donc des structures qui se forment par un régime compressif. Donc voilà, donc de part et d'autre des plans axiels, les couches externes, donc ça veut dire à l'extrado, sont en tension ou bien en extension et se fracturent en diaclase ou en faille normale. Donc ça veut dire on trouve les diaclases ou bien les fentes de tension et les failles normales. Donc ça c'est à l'extrado donc d'un pli isopaque. Donc on trouve les failles normales et les fentes de tension, donc qui se forment par un régime extensif, et à l'intrado, donc ça veut dire il y a une compression, donc on trouve donc les plis, on trouve donc les failles inverses. Mais on ne trouve pas que des failles inverses, on trouve des failles inverses et on trouve donc des joints stylolytiques et on trouve des donc des donc des joints stylolytiques, des failles inverses et des microplis Donc ça, ce sont les structures qu'on trouve à l'intrado. Donc on va regarder ça donc concernant les mécanismes donc de déplissement. Donc on va regarder donc sur les plis isopaques qui se forment par flexion. Donc lorsque la déformation il est localisée au niveau de la charnière, donc il y a deux cas. Donc il y a à l'extrado, il y a une extension. Donc on trouve les fentes de tension et les microfailles normales et à l'intrado, donc il y a une compression, on trouve donc les joints stylolytiques, les microfailles inverses et des microplis.
Donc, on va regarder donc le détail donc de tout ça donc dans la partie concernant les mécanismes donc des plissements. Maintenant, donc les plis anisopaques. Donc, comme on a défini donc avant, donc les plis isopaques, anisopaques, donc ce sont des plis où les couches ont subi des modifications d'épaisseur. Donc, ça veut dire que l'épaisseur ne reste pas constante, soit dans un des flancs, donc soit dans les deux flancs, donc soit dans les deux flancs et à la charnière. Ça veut dire que l'épaisseur ne reste pas constante. Un pli anisopaque est dissemblable. Donc maintenant, donc on va définir qu'est-ce que ça veut dire. Donc un pli semblable. Donc déjà un pli semblable est un pli anisopaque. Mais on a dit que et voilà, donc il est nommé semblable par ses particularités géométriques qu'on va discuter par la suite. Donc, si les épaisseurs des couches sédimentaires définies par le plan axial sont constantes pour chaque couche, c'est-à-dire si la courbure des strates reste identique le long de la médiane des plis. Une simple translation permettrait de faire coïncider les différentes courbes. L'épaisseur au sens stratigraphique varie donc d'un point à un autre des plis. Il y a un étirement donc sur les flancs. Donc voilà, donc on peut résumer donc tout ça donc en trois particularités géométriques donc d'un pli semblable. Donc le pli semblable, donc regardez, donc on voit très bien que la charnière elle est gonflée et les flancs ils sont amincis. Donc ça c'est la première particularité géométrique. Donc ça veut dire que ils ont une charnière gonflée, donc ça veut dire que l'épaisseur elle est grande au niveau de la charnière et ils ont donc des flancs amincis ou bien étirés, donc ça veut dire que l'épaisseur elle est petite au niveau des flancs. Donc ça c'est la première particularité géométrique. La deuxième particularité géométrique, donc l'épaisseur au niveau de la charnière donc reste constante. Regardez par exemple l'épaisseur au niveau de la charnière donc de chaque surface plissée est la même. Donc ça veut dire que l'épaisseur au niveau de la charnière reste constante. Donc l'épaisseur juste au niveau de la charnière, mais l'épaisseur des plis, donc ça veut dire l'épaisseur au sens stratigraphique, donc il n'est pas constante. Parce qu'on a dit que l'épaisseur elle est grande au niveau de la charnière et elle est petite au niveau des flancs. Mais moi je parle donc seulement sur l'épaisseur au niveau de la charnière. Donc toutes les surfaces plissées restent constantes. Donc ça c'est la deuxième particularité géométrique. La troisième particularité géométrique, donc les limites des surfaces plissées ils sont identiques. Donc, si on réalise donc une simple translation parallèle au plan axial, donc qui est tracé au pointillé rouge, donc je vais, par exemple, la couche qui est en bas, ça va coller à la couche qui est colorée en blanc, et la couche, ils vont donner une seule couche. Cette couche, ça va coller donc sur la troisième couche qui est en noir. Ensuite, les trois ils vont coller donc sur la quatrième couche qui est en blanc, ainsi de suite. À la fin, je vais obtenir une seule couche. Pourquoi? Pour une simple raison que les limites, ils sont identiques. Donc, ça veut dire on peut distinguer entre les différentes couches principales une simple translation, donc parallèlement au plan axial. Donc voilà, donc ça c'est la troisième particularité géométrique. Donc je pense, voilà, donc je vais résumer donc ces trois particularités géométriques donc sur cette diapositive. Dans le cas des plis semblables, donc les limites des couches sont toutes identiques, donc ça veut dire sont voilà identiques, donc c'est identique.
ils se déduisent l'une de l'autre par simple translation. Donc, ça veut dire, si par exemple j'ai un pli semblable qui est constitué par trois surfaces plissées, donc ces surfaces plissées, donc ils sont collés, donc les lignes donc sur l'autre. Donc, pour distinguer entre ces trois surfaces plissées, donc il faut que je réalise donc une simple translation parallèle au plan axial, et comme ça, donc j'obtiens donc mes trois surfaces plissées parce que ils ont donc toutes les mêmes limites, ou bien les limites donc de ces trois surfaces plissées sont identiques. Un épaississement ou un amincissement des couches est visible d'une partie à l'autre des plis. Donc ça veut dire il y a un épaississement au niveau de la charnière et un amincissement au niveau des flancs. Donc c'est pour cela on a dit que les charnières sont gonflées et les flancs sont amincis ou bien étirés. Donc ça veut dire qu'il y a un épaississement. Donc ça veut dire que l'épaisseur au niveau de la charnière est supérieure à l'épaisseur au niveau des flancs. Et la troisième particularité géométrique, c'est que l'épaisseur au niveau de la charnière, donc de toutes les surfaces plissées, est constante. Mais l'épaisseur au sens stratigraphique, donc, il n'est pas constante. Voilà. Maintenant, on va parler donc sur les microstructures donc associées au plissement. Donc, ces microstructures associées au plissement, donc ce sont la schistosité, la foliation et la lignation. Donc, ce sont donc trois structures de la déformation ductile. Donc, on a dit que la schistosité et la foliation, donc ce sont des marqueurs planaires donc de la déformation ductile, et la lignation, donc ce sont des marqueurs linéaires. Donc ce n'est pas planaire parce que la lignation, donc il est représenté par des lignes, et la schistosité et la foliation, donc sont représentés par des plans. Donc ça veut dire que la schistosité et la foliation, donc ce sont des marqueurs planaires de la déformation ductile, et la lignation, ce sont des marqueurs linéaires donc de la déformation ductile. Alors, donc on va définir donc qu'est-ce que ça veut dire la schistosité et la foliation, et bien sûr donc les différents types de schistosité et comment on distingue entre ces types de schistosité et les mécanismes de formation de chaque type de schistosité. Alors, la schistosité est une structure planaire d'origine tectonique. Donc, ça veut dire la schistosité, il est représenté par des plans. Il est d'origine tectonique. Donc, ça veut dire d'origine tectonique. Donc, ça veut dire qu'il faut une contrainte compressive donc, pour avoir une schistosité et une foliation. Et la schistosité exprime l'aplatissement de la roche, donc qui se divise en foyers parallèles dont l'orientation est généralement différente de l'étage initial, comme la stratification S0. Donc ça veut dire que la schistosité il exprime donc l'aplatissement de la roche, et donc l'aplatissement donc il est matérialisé par le débit en foyer donc de la roche. Et bien sûr, donc le débit en foyer, donc ça veut dire que les plans de la schistosité, ils ont donc une orientation ou bien une direction différente donc de la stratification S0. Si par exemple donc j'ai une couche qui est déposée horizontalement, ensuite je vais appliquer une contrainte compressive horizontale. Donc, la roche sédimentaire, donc ça va les minéraux donc de la roche sédimentaire. Donc déjà la roche sédimentaire, ça va transformer en roche métamorphique.
Et cette roche métamorphique, bien sûr, donc contient une schistosité. Et cette schistosité, donc, il est matérialisé par l'orientation ou bien le début de la roche enfouie. Donc, ce début de la roche enfouie, il est matérialisé par l'orientation préférentielle des minéraux. Et on a dit que l'orientation préférentielle des minéraux, donc, il est imposé par la contrainte compressive. Donc, la contrainte compressive, donc, il est horizontale. Donc, ça veut dire que les minéraux, ils ont tous une même orientation qui est verticale. Donc, ça veut dire que tous les minéraux vont allonger, donc, verticalement. Et donc, cet allongement vertical des minéraux donc définit donc ce qu'on appelle le plan d'aplatissement de la schistosité. Donc c'est pour cela on a dit que la schistosité exprime l'aplatissement donc de la roche. Et bien sûr, l'aplatissement de la roche, donc c'est le débit donc de roche enfouie qui est matérialisé par une orientation préférentielle des minéraux. Et donc l'orientation préférentielle, par exemple, donc l'exemple que je donnais, donc les minéraux ils sont tous orientés verticalement. Donc ça veut dire que cette orientation, donc direction verticale donc des minéraux, donc il est différente de l'orientation bien de la direction donc de la stratification S0 où la couche il était horizontale. La couche il était horizontale, mais quand j'ai appliqué une contrainte compressive horizontale, donc les minéraux sont orientés donc verticalement, une orientation préférentielle verticale. Et donc, bien sûr, donc cette orientation donc des minéraux verticales, elle est différente donc de l'orientation initiale donc de la stratification S0 qui était horizontale. Donc voilà, donc là, donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir de cette définition que pour avoir une schistosité, donc déjà la schistosité est une structure planaire, donc ça veut dire que ce sont des plans. Donc pour avoir une schistosité donc d'origine tectonique, il faut une contrainte compressive. Et bien sûr, donc la schistosité exprime l'aplatissement donc de la roche. Là, donc cet aplatissement, il est matérialisé par le débit de la roche enfouie. Donc ça veut dire le débit de la roche enfouie. Donc ça veut dire c'est l'orientation préférentielle des minéraux. Donc selon donc tous les minéraux, ils sont orientés donc dans la même direction. Et cette direction, donc, il est imposé par la contrainte compressive. C'est la contrainte compressive, il est horizontale, donc l'orientation préférentielle des minéraux est verticale. Donc, ça veut dire que les minéraux sont tous orientés donc verticalement. Et c'est la contrainte compressive, donc, il est verticale. Donc, ça veut dire que les minéraux, ils sont tous allongés ou bien orientés donc horizontalement. Donc, ça veut dire que c'est la contrainte compressive qui impose donc l'orientation préférentielle donc des minéraux. La foliation, donc c'est la même chose. Donc c'est une structure aussi donc planaire d'origine tectonique, donc représentée par des plans. Il faut une contrainte compressive. La seule différence, c'est que une structure minéralogique où les plans sont marqués par des niveaux de composition minéralogique contrastés ou par l'arrangement des minéraux individuels. C'est une foliation. Donc, ça veut dire que le débit, donc on a dit que la schistosité est une structure planaire d'origine tectonique, donc c'est la même chose, la foliation aussi est une structure planaire d'origine tectonique, donc il faut une contrainte compressive. Il exprime le plan ou bien l'aplatissement donc de la roche qui se débite en foyer. Juste la différence, c'est les foyers donc de la foliation. Au niveau de la schistosité, les foyers ils sont constitués par des mêmes minéraux. Donc par exemple des minéraux qui sont je sais pas micacés ou bien des amphiboles, ainsi de suite. Mais dans la foliation, donc on a une structure minéralogique contrastée. Donc ça veut dire on a donc deux compositions. Donc ça veut dire
autrement dit, on a deux lits ou bien deux bancs dans la roche. Donc, il y a un banc qui est clair et un banc qui est sombre. Donc, le banc clair, il a une composition minéralogique. Donc, ça veut dire qu'il est constitué seulement par des minéraux quartzo-feldspathiques. Donc, ça veut dire les minéraux clairs, comme le quartz et le feldspath, et le plagioclase aussi. Et les minéraux, le banc qui est sombre, donc, il est constitué par les minéraux sombres. Donc, les minéraux sombres, comme les minéraux micacés, micaschiste, biotite, muscovite, ou bien disons fibole, ainsi de suite. Donc, pourquoi il y a une composition minéralogique contrastée, donc ça veut dire une alternance entre des bancs clairs et des bancs sombres? Donc, tout simplement parce que normalement, la foliation, donc, la différence, donc, c'est que la schistosité commence à apparaître à partir de 10 km de profondeur et la foliation donc, commence à apparaître donc, dès 15 km de profondeur. Donc, déjà, donc, il y a une différence au niveau de la profondeur. Donc, c'est pour cela, dans le niveau structural inférieur, on a regardé que dans la partie supérieure du niveau structural supérieur, donc, on a euh, dit que il y a l'apparition donc de la schistosité et dans la partie inférieure du niveau structural inférieur, donc il y a l'apparition donc d'une foliation. Donc il y a la profondeur et ensuite il y a aussi donc les conditions de pression et de température. Donc bien sûr, on a dit que la pression et la température augmentent avec la profondeur. Et bien sûr, lorsque dans la partie inférieure du niveau structural inférieur où les conditions de pression et de température deviennent très importantes ou bien très élevées, donc les minéraux donc se commencent à se recristalliser. Donc ça veut dire que les minéraux se transforment en autres minéraux. Et donc cette recristallisation donc des minéraux qui conduit donc à une composition minéralogique contrastée. Donc c'est pour cela dans la foliation, on trouve qu'il y a une alternance entre un banc clair et un banc sombre. Et cette alternance, donc il est dit à la recristallisation métamorphique par l'augmentation des conditions de pression et de température. Donc, il est tout à fait possible d'observer plusieurs éléments planaires dans une roche. On les numérote alors en ordre chronologique. S0, S1 jusqu'à Sn. Toujours S0 dessine habituellement le l'étage d'origine. Donc, ça veut dire que c'est la stratification de la roche. Donc, toujours S0, donc c'est l'état initial. Donc, ça veut dire que c'est la stratification. Et ensuite, on peut, par exemple, trouver dans une roche, je sais pas, dans plusieurs schistosités, par exemple, trois schistosités, on numérote S1, S2, S3, ou bien quatre schistosités S1, S2, S3, S4, ou bien seulement deux schistosités S2 et S1 et S2, ou bien une seule schistosité S1. Mais le plus important, que chaque type de schistosité est associé à une phase de déformation. Donc c'est ça, donc le plus important. Donc si je trouve par exemple dans une roche donc trois schistosités S1, S2, S3, ça veut dire que la roche, il a subi donc trois phases de déformation, D1, D2 et D3. Une phase de déformation D1 qui a donné une schistosité S1, une phase de déformation D2 qui a donné une schistosité S2 et une phase de déformation D3 qui a donné une schistosité S3. Donc ça veut dire que chaque schistosité est associée à une phase de déformation.
Alors, maintenant, les mécanismes donc de formation donc des éléments planaires ou bien des marqueurs planaires, donc qui sont la schistosité et la foliation. Donc, parmi ces mécanismes, donc voilà, donc on a les mécanismes. Donc, on peut distinguer plusieurs mécanismes à l'échelle microscopique. Donc, ça, c'est à l'échelle microscopique. Donc, ça veut dire tout ce qu'on observe avec le microscope optique. Donc, ces mécanismes de formation, donc ce sont les mécanismes de formation. Donc, ce n'est pas les mécanismes de déformation. Donc, il ne faut pas confondre entre mécanisme de déformation et mécanisme de formation. Donc, parmi ces mécanismes de formation, donc de la schistosité et la foliation, donc il y a le premier mécanisme, donc c'est la microfracturation parallèle et régulièrement espacée. Donc, c'est le premier cas. Donc, ça veut dire c'est 1, donc sur le schéma. Et le deuxième mécanisme, il y a la pression dissolution. Donc, la pression dissolution aussi, donc, il est représenté sur le premier cas, donc sur 1. Il y a la rotation rigide, donc C2. Il y a déformation des cristaux, donc C3, ou bien déformation intracristalline. Il y a cristallisation orientée donc de nouveaux minéraux, donc 4. Donc on va essayer donc tout d'abord donc on va essayer donc d'expliquer donc tous ces 5 mécanismes et ensuite on va donner donc les différents types de schistosité et on va regarder que chaque type de schistosité se forme donc par un mécanisme ou bien par la combinaison de 2 ou bien 3 mécanismes. Donc on commence par la microfracturation donc parallèle et régulièrement espacée. Donc ça veut dire c'est le cas 1. Donc avant, donc en haut, donc il y a une stratification S0. Donc, si vous regardez bien donc, sur la stratification S0, donc l'orientation des minéraux, donc il est au hasard. Donc, les minéraux, ils sont orientés donc, au hasard. Donc, chaque minéral, il a une orientation. Ensuite, qu'on a appliqué donc, une contrainte compressive sigma 1, dans ce cas-là, donc sigma 1, il est vertical. Donc, les minéraux, ils sont tous orientés dans la même direction. Donc, on dit que les minéraux, ils ont subi une orientation ou bien ils ont pris une orientation préférentielle. Donc, ça veut dire que tous les minéraux, ils sont orientés dans le même sens. Et donc, les minéraux, ils sont orientés horizontalement. Pourquoi? Parce que la contrainte compressive, donc, il est verticale. Et c'est la contrainte compressive verticale, donc, qui a imposé, donc, l'orientation horizontale des minéraux. Donc, c'est le cas d'une schistosité. Alors, maintenant, je reviens au mécanisme. Donc, toujours, il y a l'état initial et il y a, donc, l'état final. Donc, l'état initial, donc, sur le mécanisme par microfracturation parallèle et régulièrement espacée. Donc, on voit qu'il y a donc le truc qui est blanc. Donc, c'est un marqueur tectonique. Donc, ça veut dire le marqueur tectonique, il est antérieur donc, par rapport à la schistosité. La schistosité, il est marqué par S. Donc, ce sont les plans. On appelle ça donc plan de fissilité. Donc, plan de fissilité. Donc, fissilité, c'est F, I, 2 S, I, L, I, T, E accent. Donc, fissilité. Donc,
Voilà, donc ce sont les traits noirs donc, qui marquent les plans de fissilité, donc ça veut dire les plans de schistosité S. Mais les plans de schistosité S, ils sont postérieurs donc, par rapport au marqueur tectonique qui est blanc. Donc, le marqueur tectonique, donc, il a subi une microfracturation. Donc, une microfracturation, donc, parallèle et régulièrement espacée. Donc, si par exemple, donc, on prolonge donc, le schéma, donc, on va regarder donc, un autre marqueur, mais la distance entre un marqueur et un autre, donc, c'est constante. Donc, c'est pour cela on a dit que régulièrement espacé. Et bien sûr, donc, la microfracturation aussi, donc, ils sont parallèles. Ils sont parallèles. Alors, donc, là, donc, il y a un marqueur tectonique qui a subi, donc, une microfracturation. Donc, cette microfracturation, donc, il est parallèle. Et dans ce cas-là, donc, il y a aussi, donc, pression-dissolution. Donc, pression-dissolution, en même temps, donc, la pression, quand on attend au mécanisme de la pression-dissolution, donc, ça veut dire, c'est la dissolution des minéraux, donc, sous l'effet de la pression tectonique. Donc, quand on applique une pression tectonique, les minéraux qui sont sensibles à la dissolution, par exemple, le quartz et la calcite, donc, surtout dans les roches carbonatées, donc, ces minéraux, ils vont subir donc une dissolution. Et ensuite, après la dissolution des minéraux, après, les minéraux, ils vont se précipiter ou bien cristalliser donc selon les zones de faiblesse. Donc, ça veut dire les zones de faiblesse qui sont la microfracturation. Donc, se cristallisent et ils vont définir donc des plans de fissilité qui sont appelés donc plans de schistosité. Donc, ça veut dire que là, donc sur le schéma 1, donc il y a une combinaison de deux mécanismes. Donc, le mécanisme donc, de la microfracturation parallèle et régulièrement espacée. Donc, ça veut dire que dans la roche, il y a un marqueur tectonique. Donc, ça doit être un filon ou bien une veine de quartz, ainsi de suite. Donc, ce marqueur tectonique, il va subir une déformation cassante, donc conduit à des microfracturations parallèles et régulièrement espacées. Ensuite, sous l'effet de la pression tectonique, les minéraux sensibles à la dissolution se dissoutent. Et ensuite, donc ces minéraux dissous, donc cristallisent, donc le long ou bien selon les zones de faiblesse, donc ça veut dire selon les micro-fractures, et ils définissent donc des plans de fissilité qui s'appellent schistosité. Donc ça, donc concernant les deux premiers mécanismes, microfracturation parallèle régulièrement espacée et pression-dissolution. Ensuite, il y a rotation rigide. Rotation rigide, donc tout simplement, donc à l'état initial qui est à gauche, donc les minéraux, ils ont une orientation au hasard, donc c'est dans la stratification S0. Et ensuite, quand on applique donc une contrainte compressive qui est verticale, donc les minéraux, donc ils sont tous orientés dans le même sens, donc ça veut dire horizontalement, ils définissent donc un plan de fissilité qui s'appelle schistosité. Et dans ce cas-là, on voit très bien que les minéraux, ils ont subi une rotation, donc ils ont changé donc de position. Ils ont subi une rotation et ils ont devenu donc horizontalement. Donc pourquoi? Parce que tout simplement la contrainte compressive sigma 1, elle est verticale. Donc on appelle ça rotation rigide. Donc rotation rigide, donc ça veut dire c'est une rotation à l'état solide. Donc ça veut dire que les minéraux, ils ont subi donc une rotation rigide ou bien mécanique. Donc ça veut dire à l'état solide. Parce que le métamorphisme, normalement, c'est la transformation d'une roche sédimentaire
ou bien magmatique, ou bien métamorphique, mais à l'état solide. Donc, c'est pour cela, donc, c'est une rotation rigide. Donc, ça veut dire à l'état solide, ce n'est pas à l'état liquide. Donc, ça, c'est la rotation rigide. Ensuite, il y a la déformation des cristaux, ou bien ce qu'on appelle déformation intracristalline. Donc, ça veut dire que c'est une déformation qui attaque donc les liaisons. Donc, ça veut dire que c'est intracristalline. Donc, ça veut dire que c'est à l'intérieur des systèmes cristallins, donc d'un minéral. Donc, ça veut dire que c'est une déformation qui attaque les liaisons, donc qui relient les atomes, donc d'un minéral. Et bien sûr, donc cette déformation intracristalline donc conduit à la recristallisation dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire la recristallisation dynamique? La recristallisation dynamique, donc ça veut dire que lorsque la déformation il est intense, donc un minéral de grande taille peut se recristallise en des minéraux de petite taille. Par exemple, un minéral, si on prend par exemple l'orthopyroxène, un porphyroblaste ou bien un porphyroclaste d'orthopyroxène, donc ça veut dire un grand minéral donc qui est allongé. Et donc, ce minéral, il va subir donc par l'intensité de la déformation une déformation intracristalline, il va se diviser donc en petits minéraux. Mais ces petits minéraux, c'est toujours donc de l'orthopyroxène. Mais l'orthopyroxène de taille très petite. Donc ça veut dire هذاك المينيرال الكبير ديال l'orthopyroxène غادي ينقسم لدي minéraux اللي صغيورين. Donc c'est ce qu'on appelle la recristallisation dynamique. Donc ça veut dire qu'un minéral de grande taille se recristallise en minéraux de petite taille. Et donc ça, il est dit à la déformation intracristalline. Et le dernier mécanisme, donc, c'est la cristallisation orientée. Donc la cristallisation orientée, donc c'est voilà, donc c'est le changement des conditions de pression et de température. Donc on a des minéraux qui ont donc une orientation au hasard. Ensuite, qu'on applique donc une contrainte compressive sigma 1 verticale, donc ces minéraux donc se cristallisent. Donc ça veut dire que se transforment en autres minéraux. Et bien sûr, donc ces nouveaux minéraux, donc ils ont une orientation préférentielle, donc imposée par la contrainte compressive, et ils définissent donc une schistosité. Donc ça veut dire que les minéraux de la roche sédimentaire sont transformés en nouveaux minéraux ou bien sont cristallisés donc en nouveaux minéraux donc dans la roche métamorphique. Donc c'est ce qu'on appelle une cristallisation orientée. Bien sûr, donc cette cristallisation, elle est guidée. Donc ça veut dire orientée. Donc c'est une condition orientée. Donc ça veut dire que les minéraux se cristallisent, mais orientés dans la même direction. Donc ça veut dire ils ont donc une orientation préférentielle qui est imposée donc toujours par la contrainte compressive. Là, on voit que la cristallisation des minéraux, les minéraux ils sont cristallisés donc horizontalement. Donc ça veut dire que la contrainte compressive donc elle est verticale. Donc c'est ça donc les mécanismes donc de formation donc des marqueurs planaires, donc ça veut dire de la schistosité ou de la foliation. Maintenant, donc on va regarder donc les différents types de schistosité et donc pour chaque type de schistosité, donc on va signaler donc le mécanisme ou bien les mécanismes donc de sa formation. Alors, donc on commence, mais donc tout ça, donc c'est à l'échelle microscopique. Donc ça veut dire tout ce qu'on observe sur les lames minces avec le microscope optique. Alors,
donc là, donc selon l'intensité de la déformation, on distingue plusieurs types de schistosité reconnaissables. Donc à l'œil nu, donc c'est l'affleurement et l'échantillon, mais surtout au microscope. Donc ça veut dire que la schistosité, on peut l'observer donc à l'affleurement et l'échantillon. Donc l'affleurement, donc ça veut dire quand on est sur le terrain, l'affleurement, donc c'est un lieu où il affleure donc plusieurs, un ensemble donc de roches. Et l'échantillon, donc c'est le morceau de caillou qu'on échantillonne. Donc ça veut dire qu'on casse donc de la roche et qu'on ramène avec nous donc pour confectionner donc des lames minces qu'on observe donc sur le microscope optique. Et on peut observer aussi donc la schistosité donc au microscope. Donc ça veut dire à l'échelle microscopique. Donc les différents types qu'on va présenter, donc c'est à l'échelle microscopique. Donc on commence par une schistosité qui s'appelle une schistosité espacée ou bien une schistosité donc de fracture. Alors, donc normalement, donc il fallait que d'habitude donc je montre ça avec un dessin donc sur le tableau, mais malheureusement donc ce n'est pas le cas. Mais voilà. Donc on commence donc la schistosité espacée aux schistosités de fracture. Donc la première des choses, donc pourquoi on a appelé une schistosité espacée, devient schistosité espacée. Alors, donc, la schistosité, donc, sur le schéma, donc, on voit que il y a des lieux où il y a, donc, des lignes noires, ou bien des traits noirs, donc, c'est ça. Donc, les traits noirs correspondent, donc, au plan de fissilité, ou bien ce qu'on appelle schistosité. Il y a des lieux qui sont blancs, mais il n'y a pas, donc, des plans de fissilité. Donc, pour qu'on soit clair, donc les lieux où il n'y a pas des plans de fissilité ou bien une schistosité, on appelle ça microléthon. Donc, ça veut dire que sans clivage. Donc, ça veut dire les microléthons, donc ce sont des lieux où il n'y a pas de schistosité. Et bien sûr, donc il y a des autres lieux qui s'appellent, voilà, où il y a donc la schistosité qui est représentée par des traits noirs. Donc on appelle ça, donc ce sont des plans de fissilité. Et entre donc chaque deux plans de fissilité, il y a ce qu'on appelle microléthons. Donc, c'est pour cela on a appelé donc ce type de schistosité une schistosité espacée. Parce qu'on va regarder par la suite un autre type de schistosité où on ne voit pas des microléthons. Donc, ça veut dire que tout le volume de la roche, elle est affectée par des plans de schistosité. يعني la roche كلها فيها غير des plans de schistosité. ما كنشوفش هذاك le vide. Donc voilà, donc dans ce cas-là, ما غنبقاش نهضر على une schistosité espacée, mais غادي نهضر على une schistosité continue. C'est bon? Donc maintenant, il faut distinguer entre une schistosité espacée où dans la roche on trouve des lieux qui sont affectés par des plans de schistosité et on trouve des lieux où ne contient pas des plans de schistosité qui s'appellent des microléthons. Donc dans ce cas-là, on parle donc sur une schistosité espacée. Mais dans le cas où dans la roche on trouve donc les plans de schistosité, il n'y a pas des microléthons, donc ça veut dire des lieux où il n'y a pas donc de schistosité. Donc on parle donc sur une schistosité continue. Alors, donc il y a des autres notions
Donc, dans le cas d'une schistosité espacée, tant que il y a des lieux où il y a schistosité et des lieux où il n'y a pas de schistosité, donc ça veut dire, on dit que la schistosité, elle est non pénétrative. Donc, qu'est-ce que ça veut dire non pénétrative? Tout simplement, ça veut dire que tout le volume de la roche n'est pas affecté par la déformation. Donc, ça veut dire que c'est la déformation qui a donné donc la schistosité. Donc, c'est pour cela, tout à l'heure, je vous ai dit que chaque schistosité est associée à une phase de déformation. Donc, ça veut dire, tant que je trouve des lieux où il y a schistosité et des lieux où il n'y a pas schistosité, donc ça veut dire une schistosité de type espacé, donc elle est non pénétrative. Donc, ça veut dire que le volume de la roche n'est pas affecté donc entièrement donc de la déformation. Donc, ça veut dire on trouve des lieux où il y a déformation et des lieux où il n'y a pas déformation. Les lieux où il y a déformation, il y a des plans de schistosité. Et les lieux où il n'y a pas déformation, donc il y a donc les microlithons. Donc c'est une schistosité non pénétrative. Et donc, ce type de schistosité, il s'appelle une schistosité de fracture. Donc la schistosité de fracture est une schistosité de type espacé et c'est une schistosité non pénétrative. Maintenant, on va parler donc sur comment se forme la schistosité de fracture. Donc, ça veut dire les mécanismes donc, de formation de la schistosité de fracture. Donc, lorsque le matériau se déforme de façon cassante, donc il y a la déformation cassante, les plans de fracture sont tous orientés parallèlement. Il en résulte un début de la roche qui définit ainsi une schistosité. Les surfaces de schistosité sont irrégulières, espacées de quelques millimètres, voire quelques centimètres. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer donc de tout ça? Donc, on a dit que dans la schistosité de fracture, donc ça veut tout dire de fracture, donc ça veut dire il y a fracturation. Ça veut dire il y a des formations cassantes. Donc ça veut dire que voilà, donc sur la photo, donc il y a SX, donc il y a un marqueur tectonique qui est vertical, qui est marqué IX, donc c'est un marqueur tectonique qui est antérieur au développement de la schistosité. Ce marqueur tectonique, il est affecté par une microfracturation parallèle et régulièrement espacée. Ensuite, il y a le mécanisme de la pression de la dissolution, donc sous pression, donc ça veut dire le mécanisme de pression-dissolution. Donc, vous observez qu'il y a des clastes, donc CL, donc ce sont des clastes, donc ça veut dire que ce sont des minéraux rigides, donc qui existent donc d'une déformation antérieure. Et ensuite, lorsque les minéraux sont dissous sous l'effet de la pression, après ils se cristallisent. Ils se cristallisent donc le long des microfractures et sur les faces non comprimées donc des clastes. Ils vont définir donc des plans de schistosité qui sont parallèles. Et ces plans de schistosité, ils sont espacés de quelques mètres, voire quelques centimètres. Et bien sûr, l'espace qui existe entre deux plans de schistosité s'appelle microlithon. Donc ça veut dire que c'est une schistosité de type espacé, c'est une schistosité non pénétrative et c'est une schistosité qui se forme par deux mécanismes. Donc le premier mécanisme, donc c'est la microfracturation parallèle et régulièrement espacée. Donc comme on voit très bien donc sur le marqueur tectonique X, donc qui est CB, une microfracturation parallèle et régulièrement espacée. Et bien sûr, donc il y a le mécanisme de la pression-dissolution qui a conduit à la dissolution des minéraux qui sont sensibles
à la dissolution et ensuite ces minéraux dissous donc sont cristallisés donc selon les microfracturations et sur les faces non comprimées des classes, donc ça veut dire des minéraux rigides, et ils ont défini donc des plans de schistosité qui sont parallèles. Et bien sûr, ces plans de schistosité, ils sont irréguliers et espacés de quelques millimètres, voire quelques centimètres. Et bien sûr, donc l'espace qui existe entre deux plans de fissilité ou bien deux plans de schistosité, donc s'appelle un microléton. Donc ça, c'est la schistosité de fracture. Donc maintenant, on va regarder, voilà, donc ça, un exemple euh, d'une photographie donc, qui montre c'est donc à l'échelle de la mince, donc toujours, donc c'est l'échelle microscopique. Donc on voit très bien que il y a des plans de schistosité qui sont verticales, les triques qui sont verticales à peu près noirs. Donc ce sont voilà donc les minéraux donc micacés et entre chaque plan de schistosité donc il y a une zone qui ne contient pas donc une schistosité. Donc la zone qui ne contient pas de schistosité, on a dit qu'il s'appelle microléton. Et bien sûr, les zones où il y a donc des plans de schistosité, donc ce sont des plans de fissilité. Donc ça veut dire que c'est une schistosité de fracture. Donc c'est une schistosité de type espacé. Pourquoi? Parce que on voit la schistosité que dans certaines zones et certaines zones ne contiennent pas des plans de schistosité. Donc ça veut dire les types espacés. Et tant que la déformation qui a donné la schistosité n'affecte pas tout le volume de la roche, donc c'est une schistosité non pénétrative. Et bien sûr, donc ce type de schistosité de fracture, donc il est fréquent dans les roches carbonatées. Donc le deuxième type de schistosité, donc c'est la schistosité de crinylation. La schistosité de crinylation, donc là, la schistosité de crinylation, donc sur le schéma, donc on voit que il y a des minéraux qui sont clairs, donc ça veut dire les minéraux qui sont en blanc, donc ce sont les minéraux clairs, et il y a des minéraux qui sont en noir, donc ça veut dire les minéraux qui sont sombres. Alors, donc, on définit la schistosité de crinylation, un plissement semblable interne d'échelle millimétrique ou centimétrique définit une schistosité de crinylation selon les flancs des plis, de même où toutes les structures sont parallèles. Alors, donc là, donc je vais parler donc sur les mécanismes de formation donc d'une schistosité de crinylation. Donc, il y a donc deux mécanismes. Donc, il y a la combinaison donc de deux mécanismes. Donc, le premier mécanisme, c'est le mécanisme donc de la rotation rigide. La rotation rigide, donc ça veut dire que les minéraux, donc, ils ont changé donc d'orientation ou bien de direction. Donc, cette rotation rigide, il est matérialisé par le plissement. Donc là, donc, on voit que il y a un plissement. Donc, ça veut dire que il y a des plis isopaques ou bien une flexion. Et bien sûr, donc, lorsque donc la roche il a donc une flexion, donc ça veut dire un plissement, donc automatiquement les minéraux ils ont changé donc de direction. Donc ça veut dire on dit que il y a une rotation rigide des minéraux. Donc voilà, donc ça c'est le premier mécanisme. Donc c'est la rotation rigide
des minéraux. Le deuxième mécanisme, donc on a dit que toujours dans le cas des plis, donc toujours la contrainte déviatorique, il est forte au niveau des flancs et il est faible au niveau de la charnière. Donc tant que la contrainte déviatorique, il est forte au niveau des flancs, donc ça veut dire que les minéraux qui sont sensibles à la dissolution, donc surtout le quartz et le feldspath, donc ils vont dissoudre. Et ensuite, ils vont donc chercher le lieu où la contrainte déviatorique il est faible. Donc après, quand ils vont subir la dissolution, donc les minéraux dissous donc migrent donc vers la charnière où la contrainte déviatorique donc il est faible. Donc dans ce cas-là, donc on va regarder que au niveau de la charnière où la contrainte déviatorique donc il est faible, donc il y a la cristallisation des minéraux clairs, donc qui sont sensibles à la dissolution, et donc sur les flancs, donc il reste les minéraux fileteux, parce que les minéraux fileteux, ils sont donc insolubles. Donc ça veut dire ne subissent pas donc une dissolution. Alors, les minéraux qui restent donc sur les flancs, donc ça veut dire les minéraux fileteux sombres qui restent sur les flancs, donc ils vont subir une orientation préférentielle et ils vont définir donc une schistosité qui s'appelle une schistosité de crénélation. Donc, cette schistosité de crénélation qui est là dessinée par les traits rouges. Donc, ça veut dire les traits rouges. Donc, il y a une orientation préférentielle des minéraux fileteux qui sont sombres. Et donc, l'orientation préférentielle des minéraux fileteux sur les flancs donc, des plis donc, définit donc, une schistosité de crénélation. Par contre, les minéraux clairs qui sont sensibles à la dissolution, ils ont dissous et migrer vers la charnière ou la contrainte déviatorique. Donc, il est, il est faible. Donc, c'est pour cela on observe que la charnière elle est claire et les flancs ils sont sombres. Et donc, ça veut dire que la schistosité de crénélation, donc, il est défini par l'orientation préférentielle des minéraux donc sur les flancs. Donc, j'insiste, donc sur les flancs. Donc, l'orientation préférentielle des minéraux fileteux insolubles, donc sur les flancs des plis, donc définit donc ce qu'on appelle une schistosité de crénélation. Mais dans le dans les charnières, donc il y a les minéraux donc, clairs, donc ça veut dire les minéraux solubles. Alors, donc, dans ce cas-là, donc, il y a deux mécanismes. Donc, il y a le mécanisme de la rotation rigide qui dit au plissement, et il y a le mécanisme donc, de la pression-dissolution, donc, qui conduit à la formation donc, de la schistosité de crénélation. Alors, donc, il y a un autre point donc, concernant la schistosité de crénélation. Donc, la schistosité de crénélation, donc toujours, donc il y a, normalement, quand une roche est affectée par une schistosité de crénélation, donc ça veut dire que, normalement, il y a donc deux schistosités. Donc, il y a une schistosité qui est matérialisée par l'orientation préférentielle des minéraux fileteux insolubles, donc sur les flancs. Donc, c'est ce qu'on appelle la schistosité de crénélation. Donc, on l'appelle, par exemple, on donne S2, donc la schistosité de crénélation. Et il y a un schistosité S1 qui est dans les microléthons. Parce que, normalement, entre chaque deux flancs, il y a donc ce qu'on appelle un microléthon. Et donc, le microléthon aussi, donc, il est plissé. Donc, les plis
qui ont dans les microlétons, donc ce sont les plis définis, donc ces plis définissent donc une schistosité S1 et l'orientation préférentielle des minéraux filiteux insolubles sur les flancs donc définissent une schistosité S2 qui est la schistosité de crénélation. Donc ça veut dire qu'il y a deux types de schistosité donc dans le cas d'une schistosité de crénélation. Donc ça veut dire que la schistosité de crénélation indique donc indirectement l'existence donc de deux phases de déformation. Donc c'est pour cela je vous ai dit donc au début, lorsqu'on a de schistosité S1 et S2, donc ça veut dire que la roche elle est affectée par deux phases de déformation, D1 et D2. Donc D1 il a conduit donc à la schistosité S1 et D2 il a conduit à la schistosité S2. Et la schistosité S2, on dit que la schistosité S2 donc il reprend. Donc ça veut dire il reprend. Donc ça veut dire il replisse donc la schistosité S1. Donc, la schistosité S2, c'est la schistosité de crénélation. Donc là, dans ce cas-là, on appelle aussi la schistosité de crénélation est une schistosité de type espacé. Donc pourquoi? Parce que on trouve aussi donc sur la schistosité donc sur la schistosité de crénélation, on trouve qu'il y a donc des zones ou bien des lieux où il y a schistosité de crénélation, je parle, et des lieux où il n'y a pas donc une schistosité. Mais il n'y a pas une schistosité de crénélation, mais il y a une schistosité S1. Donc là, donc je parle donc sur les microlétons. Donc si vous regardez bien, par exemple, entre les deux traits rouges, donc les deux traits rouges, donc chaque trait représente une schistosité de crénélation, mais entre les deux traits rouges, donc il y a un microléton, et dans le microléton aussi, donc il y a une schistosité qui est plissée. Mais ce n'est pas une schistosité de crénélation, donc une schistosité S1. Une schistosité S1 qui est antérieure. Mais où il y a les traits rouges, donc c'est la schistosité de crénélation qui est une schistosité S2. Donc ça veut dire qu'il y a donc deux types de schistosité. Mais dans ce cas-là, donc tant qu'il y a des plans de schistosité et des microlétons aussi, donc on appelle ça aussi donc la schistosité de crénélation est une schistosité de type espacé et est une schistosité aussi non pénétrative parce que la schistosité de crénélation n'affecte pas tout le volume donc rocheux. Donc il est de type espacé et non pénétratif. La seule différence, donc pour distinguer, parce que ce sont les deux caractéristiques aussi qu'on a vues donc au type de la schistosité de fracture, sauf que dans le cas d'une schistosité de crénélation, le microléton, donc il est déformé. Mais dans le cas d'une schistosité de fracture, le microléton n'était pas déformé. Donc c'est la seule différence. Donc ça veut dire que dans le cas d'une schistosité de fracture et le cas d'une schistosité de crénélation, donc la schistosité, on trouve donc des zones où il y a une schistosité, des zones où on trouve pas, donc ça veut dire des microlétons, des plans de fissilité avec des microlétons, mais donc ce sont donc ce qui implique que ce sont des schistosités espacées et de non pénétratives, et aussi donc pour distinguer entre schistosité de fracture et schistosité de crénélation, donc c'est par la déformation donc des microlétons. Dans le cas d'une schistosité de fracture, les microlétons ne sont pas déformés. Mais dans le cas des schistosités de crénélation, les microlétons sont déformés. Donc voilà, donc les schistosités donc de crénélation donc se forment par deux mécanismes donc qui sont la rotation rigide et la pression dissolution. Voilà, donc ça c'est un exemple. Donc là, on voit très bien que il y a une schiste de crénélation qui est matérialisée par les minéraux
par l'orientation préférentielle des minéraux donc sur les flancs des plis, donc avec les traits rouges. Donc ça, c'est la schistosité. Donc je la nommée S1, donc ça veut dire que c'est la schistosité de crénélation. Et dans les microléthons, donc ça veut dire l'espace qui existe entre deux plans de schistosité, on a appelé ça microléthon. On voit très bien que les microléthons donc, sont plissés ou bien microplissés. Donc, il définit donc des microplis. Et ces microplis donc, définissent donc une schistosité S0. Mais la schistosité de crénélation, il est représenté par la schistosité S1. Donc, ça veut dire c'est l'orientation donc des minéraux qui sont bleus, roses, là, ce sont des micas avec des minéraux des quartz. Mais dans la schistosité, dans les microléthons, donc on voit qu'il y a donc des minéraux clairs. Donc, ça veut dire des minéraux quartzo-feldspathiques. Donc, des quartz et des feldspaths. Donc là, c'est une photographie, donc l'échelle de la mince, donc qui montre une schistosité de crénélation. Donc dans ce cas-là, donc il y a deux types de schistosité. Il y a S1, c'est la schistosité de crénélation matérialisée par l'orientation préférentielle des minéraux filiteux, donc insolubles, donc sur les flancs des plis. Et donc, il y a une schistosité S0 qui est matérialisée par les microplis au niveau des microléthons. Donc, ça veut dire qu'il y a deux phases de déformation. Donc, l'autre type de schistosité, donc, c'est la schistosité de type continu ou bien la schistosité continue. Ce type s'appelle schistosité de flux. Donc là, par exemple, donc, on voit que déjà, on voit que tout le volume rocheux est affecté par la déformation qui a donné une schistosité. Donc, ça veut dire qu'on voit que le volume rocheux ou bien toute la roche contient donc des plans de schistosité. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de microléthon. Donc, dans ce cas-là, donc on parle donc sur une schistosité de type continu. Et donc, si la schistosité est de type continu, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace où il n'y a pas la schistosité. Donc, on dit que la schistosité, elle est pénétrative. Donc, ça veut dire que c'est une schistosité. La schistosité de flux est une schistosité de type continu et est une schistosité donc pénétrative. Maintenant, donc, on va parler donc sur les mécanismes aussi donc de formation donc de la schistosité de flux. Donc la schistosité continue aux schistosités de flux dans une roche déformée, les minéraux enfouis ou en aiguille, donc ça veut dire soit les minéraux ils sont enfouis, donc c'est les minéraux micacés comme la biotite et la muscovite, ou bien en aiguille, donc s'il y a par exemple des amphiboles, de la sélémanite, donc ce sont des minéraux en aiguille ont naturellement tendance à se réorienter. Donc, ça veut dire que les minéraux se réorientent, donc ça veut dire qu'ils ont subi une rotation rigide. Donc ça veut dire que les minéraux, ils changent d'orientation. Donc voilà le premier mécanisme. Donc il y a la rotation rigide. Les surfaces de schistosité sont régulières, donc c'est le contraire de la schistosité de fracture parce qu'on a dit que les surfaces de schistosité, ils sont irrégulières. Là, dans la schistosité de flux, ils sont régulières et l'espace entre deux plans est inférieur au millimètre. Ils n'ont en général plus visible à l'œil nu. Donc ça veut dire que ça justifie que tout le volume rocheux contient donc des plans de schistosité. Donc, il correspond à la taille moyenne des grains constituant la roche, quelques mètres. Donc, la schistosité de flux apparaît avec le métamorphisme, donc ça veut dire avec un degré élevé donc des métamorphismes. La stratification d'origine est en général effacée, presque totalement. Un exemple classique est la schistosité ardoisière. Donc, ardoisière, donc ça veut dire c'est une schistosité
c'est un type de schistosité de Flea. Alors, donc là, donc les informations qu'on peut tirer donc de cette définition. Donc, tout d'abord, on a dit que pourquoi la schistosité de Flea est une schistosité de type continu et de type pénétratif, parce que tout le volume de la roche contient des plans de schistosité. Et l'espace, les surfaces donc, de schistosité sont régulières et l'espace entre les plans est inférieur au millimètre. Donc, ça veut dire, ça confirme que la schistosité il est de type continu et pénétratif. Donc, les mécanismes de formation de la schistosité donc de flux, donc il y a la rotation rigide. Donc, le premier mécanisme, donc c'est la rotation rigide. Le deuxième mécanisme, donc c'est la pression dissolution. Donc, dans la roche, on trouve par exemple des minéraux qui sont sensibles à la dissolution, par exemple comme le quartz. Il y a des minéraux qui ne sont pas sensibles à la dissolution. Mais les minéraux qui sont sensibles à la dissolution, bien sûr, donc on a dit que au milieu des minéraux, donc la contrainte déviatorique, donc il est forte, et aux extrémités, donc la contrainte déviatorique, donc il est faible. Donc ça veut dire que sous l'effet de la pression, donc le minéral va subir une dissolution et après il va se recristalliser. Donc les lieux où il se recristallisent les minéraux, donc ce sont ce qu'on appelle les ombres de pression. Donc les ombres de pression, donc là il faut un dessin, mais donc de toute façon, donc ça veut dire que les ombres de pression, donc lorsque un minéral est rigide, donc ça veut dire qu'on applique une contrainte déviatorique, la contrainte déviatorique, donc il est forte au milieu des minéraux rigides et il est faible donc aux extrémités. Donc qu'est-ce qu'il se passe? Donc il se passe que au milieu du minéral où la contrainte déviatorique il est forte, donc ça veut dire que cette contrainte déviatorique forte va conduire à la dissolution donc des minéraux. Ensuite, après la dissolution des minéraux, bien sûr, il y aura la migration des matériaux dissous. Le matériau dissous, il maigre donc vers les lieux où la contrainte déviatorique il est faible. Donc, ça veut dire les lieux où la contrainte déviatorique il est faible. Donc, ce sont les extrémités donc des minéraux. Et ensuite, sur les extrémités des minéraux, donc il y a la recristallisation donc des minéraux. Et cette recristallisation, bien sûr, donne donc des autres minéraux et définit donc ce qu'on appelle des ombres de pression. Donc ça veut dire qu'il y a, on a dit le mécanisme de la rotation rigide, il y a la pression dissolution et il y a donc la recristallisation dynamique. Donc déjà trois mécanismes. Pression dissolution, rotation rigide et pression dissolution. Donc toujours dans le cas de la schistosité de flux, la déformation elle est très intense. Donc ça veut dire on aura donc la déformation intracristalline. Donc, ça veut dire la déformation qui attaque les atomes, les liaisons entre les atomes donc des minéraux. Donc cette déformation intracristalline aussi donc conduit donc à la recristallisation dynamique donc des minéraux. Et bien sûr, donc il y a aussi donc la cristallisation orientée. Donc ça veut dire des minéraux donc de la roche initiale, donc se transforment en nouveaux minéraux, donc dans la roche métamorphique, donc ce qu'on appelle le mécanisme donc de la cristallisation orientée donc des nouveaux minéraux. Donc ça veut dire, si je répète encore une fois les mécanismes, donc il y a la rotation rigide, il y a le mécanisme de la pression dissolution,
Il y a le mécanisme donc, de la recristallisation dynamique. Il y a le mécanisme de la pression de dissolution, donc on a déjà parlé. Et il y a la cristallisation ionique. Donc ça veut dire il y a tous les mécanismes. Donc parce que donc au début on a parlé donc sur 5 mécanismes. Donc il y a les 4 mécanismes, sauf le mécanisme de la microfracturation parallèle et régulièrement espacée donc dans le cas d'une schistosité de flux. Et bien sûr, donc on a dit que parfois, la stratification d'origine est en général effacée, presque totalement. Donc ça veut dire que la schistosité de flux efface complètement donc la stratification S0. Donc ça veut dire on voit plus la stratification S0 dans la roche. Donc ce phénomène donc s'appelle le phénomène de transposition. Donc, le phénomène de transposition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le phénomène de transposition? Peut-être, donc, vous trouvez, donc, cette question, donc, sur un ancien examen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le phénomène de transposition? Donc, ça veut dire lorsque une structure efface complètement une autre. Donc, dans ce cas-là, la schistosité de flux, donc par exemple S1, efface complètement la stratification S0. Donc ça veut dire on n'observe plus la stratification S0 donc sur la roche. On observe que la schistosité de flux. Donc ce phénomène s'appelle le phénomène de transposition. Donc de transposition, on dit que la schistosité est complètement effacée, donc la stratification S0. Donc la foliation, donc on a dit que la foliation est une schistosité donc continue, donc ça veut dire une schistosité de flux. Les foyers ont une composition minéralogique différente. Les minéraux métamorphiques sont visibles à l'œil nu. La roche est rébanée ou bien litée. Généralement, il y a alternance de bancs millimétriques ou centimétriques de minéralogie différentes. Alternance, minéraux clairs, minéraux sombres, par exemple. Donc voilà, donc là, donc je reviens. Donc on a dit que la foliation est une schistosité donc continue, donc ça veut dire une schistosité de type continue. Donc ça veut dire que la foliation aussi se forme par le mécanisme de la rotation rigide, le mécanisme de la pression dissolution, le mécanisme de la déformation intracristalline, le mécanisme de la cristallisation orientée, le mécanisme de la recristallisation dynamique, parce que la foliation est une schistosité continue, donc ça veut dire une schistosité de flux, sauf la seule différence que dans la foliation, il y a une composition minéralogique différente. Donc ça veut dire qu'il y a donc deux bancs. Donc, les minéraux métamorphiques sont visibles à l'œil nu, comme on observe donc donc ça c'est à l'échelle microscopique. Et la roche, elle est rébanée ou bien litée. Donc, ça veut dire qu'il y a une alternance d'un banc qui est sombre, le banc en noir, et un banc qui est clair, le banc qui est en blanc. Donc, cette alternance, donc sur le banc sombre, il y a les minéraux micacés ou biotites, muscovites ou bien des minéraux sombres, les minéraux ferromagnésiens, donc en général, qui sont riches en fer et en magnésium. Et les minéraux clairs, donc ce sont les minéraux généralement quartzo-feldspathiques, comme le quartz, feldspathe, et on trouve aussi donc le plagioclase. Et donc, c'est ça la seule différence entre la schistosité de flux et la foliation. Et généralement, il y a alternance de bancs ou bien des lits, donc millimétriques ou centimétriques, de minéralogie différentes. Donc voilà, donc c'est pour cela que j'ai dit que les minéraux sombres, donc ce sont constitués par les minéraux ferromagnésiens et les minéraux clairs, ce sont
formés par les minéraux quartzo-feldspathiques. Et donc, on a dit que cette alternance des bancs clairs et des bancs sombres qui ont conduit à une composition minéralogique différente ou bien contrastée, ils sont dus, donc cette alternance est due à la recristallisation métamorphique. Donc, c'est quoi la recristallisation métamorphique? La recristallisation métamorphique, donc ça veut dire que dans la schistosite de Fly, où il y a donc le débit de la roche en foyer, donc certains foyers, ils sont transformés, les minéraux de certains foyers, ils sont transformés en autres minéraux, et donc cette transformation, elle a conduit à une alternance d'un banc clair et d'un banc sombre. Donc voilà, donc c'est la caractéristique donc de la foliation. Donc ça veut dire que la foliation donc se forme tant que la foliation est une schistosite de Fly, donc se forme par tous les mécanismes de la schistosité de Fly, et en plus des mécanismes de la schistosite de Fly, donc il y a le mécanisme de la recristallisation métamorphique. La schistosité permet de connaître la position des plans d'aplatissement définis par les axes X et Y de l'ellipsoïde. C'est donc un marqueur important dans l'analyse de la déformation ductile. Donc ça, c'est l'utilité tectonique de la schistosité et de la foliation. Donc, la schistosité et la foliation nous permettent de connaître donc le plan d'aplatissement XY. Donc ça veut dire que toujours, parce qu'au début, donc sur la définition, on a dit que la schistosité et la foliation expriment l'aplatissement de la roche. Et donc l'aplatissement de la roche, il est dans le plan XY. Et Z, qui est le raccourcissement, donc il est perpendiculaire donc, au plan d'aplatissement. Donc si je reviens par exemple sur, voilà, donc ça c'était une schistosite de Fly. Donc on a dit que la schistosite de Fly, donc tous les minéraux ils sont orientés donc horizontalement, donc automatiquement sigma 1 il est vertical. Donc ça veut dire que le raccourcissement Z, donc il est vertical, X, donc il est horizontal, et Y, donc il est perpendiculaire à X et Z. Donc ça veut dire que on peut définir donc le plan, donc ça veut dire que le plan d'aplatissement donc de la schistosité de Fly, il est dans le plan XY. Donc ça veut dire que le plan XY, donc c'est le plan horizontal défini par l'axe X et l'axe Y. Et Z, donc c'est le raccourcissement, donc il est vertical et perpendiculaire au plan XY. Donc on va regarder par la suite donc le plan d'aplatissement XY. Mais là, donc, voilà, donc c'est voilà, midi 30. Donc, on s'arrête là. Donc, je vous préviens que il y a donc des séances de rattrapage qui auront lieu. Donc, par la suite, peut-être il y aura une séance donc ce samedi. Donc, de toute façon, donc je vais arranger avec le vice-doyen et je veux envoie comme ça donc un avis.